La journaliste d'Arte, Elisabeth Quint, a découvert il y a 10 ans qu'elle était atteinte d'un double glaucome, une maladie qui ronge ses nerfs optiques, détériore sa vue, avec à terme le risque de la rendre aveugle. Elle raconte ses angoisses, matinées d'humour, et comment la maladie a changé son regard sur le monde, au sens propre comme au sens figuré. C'est en voyant une photo que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème dans votre vision. L'image en question, c'était un cheval avec des œillères, c'est-à-dire la vision d'un être vivant empêché ou occulté sur le côté. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, c'est ça que je ressens. Mon champ visuel est réduit par le haut et les côtés, et c'est ça qui m'a conduit chez un ophtalmologiste. Il m'a dit, vous avez un double glaucome, madame. Quels sont les symptômes que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une gêne dans la Évidemment, vision? il y a une gêne. Je veux dire, circuler dans une ville la nuit, c'est une fête foraine. Il y a des lumières de tous les côtés qui sont aveuglantes. Si c'est mal éclairé, par contre, c'est le goudron. Donc, Il n'y a plus rien. C'est entre la fête foraine et la nuit noire. Donc, je vois, mais je vois mal les contrastes et les reliefs. Donc, je fais attention de ne pas tomber, par exemple. Je marche, évidemment, mais je fais attention. Le soleil, le grand soleil, est un poignard dans les yeux, malheureusement. Il y a des choses auxquelles vous avez déjà dû renoncer? Oui, conduire le soir, conduire la nuit, oui. J'ai vécu des moments de panique intense, à la suite desquels j'ai arrêté de conduire le soir. En hiver, à partir de 5 heures du soir, je me déplace plus au volant d'une voiture, je ne peux plus. Je serai pour moi-même un danger public et pour les autres, avant tout pour les autres. Il y a des moments de gêne? Vous avez connu des moments de gêne? Bien sûr. Pas reconnaître quelqu'un, confondre quelqu'un, ne pas voir quelqu'un parce que cette personne est dans un angle mort. Oui, c'est ça, la gêne est par rapport aux relations humaines. Aujourd'hui, vous êtes un peu face à un dilemme, c'est-à-dire que les traitements que vous prenez, des gouttes ophtalmologiques, Matin et soir. matin et soir, quotidiennement, ne suffisent plus à enrayer suffisamment la maladie. Donc on parle d'une opération. On parle d'une opération chirurgicale au cours de laquelle le risque principal, c'est que la tension baisse brutalement dans l'œil. Et si la tension baisse brutalement et trop bas, la vision disparaît. Voilà. C'est le risque le plus aigu de cette opération. Donc paradoxalement, c'est une opération qui est destinée À empêcher que la maladie s'aggrave et que le nerf se dégrade de manière irrémédiable, mais c'est une opération qui comporte un risque. Donc, je suis au carrefour. Il y a deux chemins. Vous avez aussi fait appel à des remèdes moins rationnels, on va dire. Il n'y a pas que le rationnel, enfin, je suis rationaliste, mais il y a aussi l'invisible. Donc l'invisible, ça va jusqu'à aller prier à Lisieux. J'ai été à Lisieux 2 fois. Ça a été d'ailleurs assez peu probant. Je n'attendais pas de miracle, mais je me disais, il faut quand même tout faire. Vous avez même consulté un chaman. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? Mais il m'a rien demandé de faire, il se trouve qu'il est aveugle. Il m'a juste proposé de me faire une espèce de protection, une petite poudre que j'ai mis sur mon corps et elle a séché avec l'air environnant pour me protéger contre des éventuels regards un peu malveillants. Un mauvais œil. Oui, c'était presque une plaisanterie et une forme d'autodérision de sa part. Mais il est en osmose, il sait ce que c'est que de ne pas voir puisqu'il ne voit pas. Est-ce que vous en avez parlé à vos patrons de cette maladie? Je leur ai dit, je prépare un livre, je suis en train d'écrire un livre sur le glaucome. Ça a été accueilli avec énormément de bienveillance et pas l'ombre d'une arrière-pensée qui aurait consisté à se dire si tout d'un coup, vraiment, elle devient complètement miro, là, il va falloir penser à la remplacer. On n'en est pas là. Donc j'ai devancé en disant de toute façon, si je me fais opérer, que ça se passe mal et que je perds un des 2 yeux, je pourrais toujours mettre un bandeau. Sors à du chien, oui ou non? Merde, quoi. Est-ce que je peux avoir un glaucome et ne pas le savoir? Évidemment. Il y aurait entre 400 000 et 500 000 personnes en France qui seraient atteintes d'un glaucome, plus ou moins avancé. C'est un tueur silencieux, c'est une maladie insidieuse. Vous pouvez avoir un glaucome et vous ne le savez pas, et vous le savez trop tard. C'est ce qui m'est arrivé. Il suffit d'aller chez un ophtalmologue, de faire prendre sa pression. Ça prend 3 secondes. Si vous l'aviez su plus tôt, ça aurait changé quelque chose? Bien sûr. J'aurais pu me faire peut-être opérer plus tôt, à un moment où mes yeux étaient encore solides, je dirais. Toute la vision perdue est une vision perdue pour toujours. Alors, c'est pas ça qui suscite la panique et l'angoisse au milieu de la nuit, qui vous fait vous réveiller en sueur, c'est pas ça. C'est une angoisse qui consiste à se dire comment vit-on quand on perd la vue? Comment est-ce que je ferais pour prendre soin de moi? Comment est-ce que je ferais pour me déplacer? Vous avez fait semblant, par moment, de ne plus avoir la vue? Oui, il m'est arrivé de marcher avec l'homme avec qui je vis, marcher quelque part dans la nature et de fermer les yeux et de voir ce que ça fait, pour voir. Un jour, si vous deviez en avoir besoin, vous voyez avec une canne blanche?
Non, bien sûr, je ne me vois pas avec une canne blanche. J'imagine que si toutes les opérations et si tous les traitements échouaient, c'est ce qui pourrait m'arriver. C'est quoi? Ou la canne blanche ou une vie recluse. Qu'est-ce que vous faites le matin? Quel est le premier geste que vous faites le matin? J'ouvre les yeux, je vois la lumière. Je me dis, je vois la lumière. En même temps, c'est un émerveillement. Évidemment que je ne vais pas ne plus voir la lumière du jour au lendemain, mais quand même, je vois la lumière, je m'accroche à la lumière, c'est presque physique. Je ne peux pas m'en empêcher. Tous les matins, depuis 10 ans, c'est la lumière est là. Toujours. Encore. Ça change presque la manière dont vous appréhendez la vie, finalement. Bah, évidemment. Mais oui, je fixe les choses, peut-être avec encore plus d'ardeur et de... Je regarde les gens, Disons que j'essaye de ne pas perdre de temps. J'essaye de me concentrer sur les oiseaux, le ciel, la lumière, les visages, les livres que j'aime, les gens que j'aime, et le métier que je fais et que j'aime, et évidemment au premier chef les gens que j'aime. Ça vous force, ou ça vous amène, à concentrer sans aucun doute sa vision, la vision intérieure, la vision oculaire, sur ce qui compte. Vous parliez tout à l'heure des collyres que vous mettez quotidiennement. Oui. Il y a un effet secondaire qui, a priori, n'était pas sur la notice. Non. L'hyperpilosité. Certains collyres, pas tous les collyres, peuvent avoir comme effet secondaire de faire pousser plus vite des poils plus drus. Ça, on vous avait pas prévenu? Non, mais pas du tout prévenu. Donc le poil plus dru peut devenir blanc lorsque vous n'êtes plus un poulet de printemps, ce qui est mon cas. Alors vous le voyez encore moins, ce qui complexifie d'autant plus la tâche de l'enlever tous les matins. Et comme vous voyez moins, vous devez vous approcher encore plus près d'un miroir archi grossissant, ce qui permet de se forger quand même une forme d'humour et d'autodérision par rapport au truc qui est assez salutaire. Après, vous dites autre chose aussi sur ce que ça révèle du rapport au regard de son compagnon. Oui. C'est que, est-ce qu'il y a un moment où vous ne verrez plus ces poils? Qui vous aidera à les enlever? Oui, et c'est pas très ragoûtant. Absolument, mais ce qui, en élargissant l'histoire, me renvoie à cette interrogation qui est la mienne, des femmes qui voient mal ou des femmes qui ne voient plus. Comment font-elles alors qu'on les voit dans la rue? On voit des femmes aveugles qui sont apprêtées, qui ont l'air parfaitement maquillées, coiffées, qui dégagent, qui ont de l'allure. Comment font-elles? Comment juste s'appréhendent-elles, sachant qu'elles n'ont plus le reflet? Mais posez-vous juste la question, c'est absolument vertigineux. Si vous deviez devenir aveugle, à quoi est-ce qu'il serait le plus difficile de renoncer? Si je perdais la vue, qu'est-ce que je regretterais de ne plus voir? Oscar Wilde disait « Ce qu'on écrit arrive ». Je ne veux pas que ce que l'on dit arrive. Je ne veux pas répondre à ça. Je ne veux pas.